À ce stade de notre apprentissage du langage JavaScript, la seule chose que nous n'avons pas encore abordée jusqu'ici est la protection de l'accès aux données et leur invisibilité depuis l'extérieur. Dans les langages de programmation orientés objets basés sur les classes, la protection des données et l'invisibilité depuis l'extérieur sont gérées par des règles de visibilité. Par exemple, en Java, il suffit de déclarer une propriété ou une méthode comme privée ou protégée, c'est-à-dire private ou protected, pour qu'elle ne soit pas accessible ou visible à l'extérieur en dehors de l'unité dans laquelle elle a été définie. Par défaut, en Java, les propriétés et les méthodes non déclarées comme privées sont publiques. Mais on peut également indiquer explicitement qu'une propriété est publique en utilisant la visibilité publique. Le JavaScript n'étant pas nativement un langage de programmation orienté objet basé sur les classes, la notion de visibilité n'existait pas jusqu'à son ajout récemment dans la version IS 2019 du langage. Il est important de noter que l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité de visibilité, introduite dans la version IS 2019, n'est possible que lorsqu'on utilise une classe comme unité d'encapsulation. Cela signifie qu'il n'est pas possible à la date où je réalise cette vidéo, c'est-à-dire en juillet 2023, de bénéficier nativement de la visibilité privée avec IS 2019 en utilisant une fonction constructeur. Avant l'ajout des classes dans la version IS 2015 et l'ajout des règles de visibilité dans la version IS 2019, la protection des données était réalisée grâce à l'utilisation des closures. Dans cette vidéo, nous verrons d'abord qu'il n'est pas possible de protéger nativement les propriétés et les méthodes d'un objet. Nous ferons ensuite un rappel sur les closures, puis nous verrons comment elles peuvent être utilisées pour protéger les données. L'un des fondements de la programmation orientée objet est l'encapsulation, qui consiste en deux points. Le premier point consiste à regrouper des données liées et des fonctions permettant leur manipulation au sein d'une même unité. Cette unité peut être un objet, une classe ou un module. Le deuxième point est de rendre les données sensibles ou considérées comme privées, invisibles et inaccessibles depuis l'extérieur, et cela en protégeant leur accès via une interface publique telle une boîte noire. En ce qui concerne le regroupement des données et des fonctions dans une unité, nous savons déjà le faire en utilisant des objets. Et nous verrons également plus tard comment réaliser ce regroupement avec des classes ou en utilisant un module ECMAScript. Si nous prenons le code suivant, l'intention est de déclarer un objet user qui possède une propriété privée name dont la valeur initiale est nulle. Étant donné que la propriété name est privée, nous mettons à disposition des getters et des setters pour pouvoir contrôler l'accès à cette propriété. Une chose à noter ici, si vous ne le savez pas déjà, c'est que, vu que jusqu'à sa version IS 2019, le JavaScript ne fournissait pas nativement la fonctionnalité de visibilité pour déclarer des propriétés privées, contrairement aux autres langages de programmation orientée objet, tels que le Java et le PHP. Par convention, on utilise le signe underscore, c'est-à-dire le soulignement de bas, comme préfixe pour marquer les propriétés comme étant considérées comme privées. Donc dans notre cas, vu que nous avons une propriété privée qui est nommée name, pour indiquer que cette propriété est considérée comme privée, on préfixe cette propriété, le nom de cette propriété, du underscore, comme nous l'avons ici. Donc lorsque vous vous retrouvez avec un code source à l'intérieur duquel vous retrouvez underscore ou un nom qui est préfixé de underscore, ça veut dire que l'intention c'est de considérer cette propriété comme étant privée. Préfixer le nom d'une propriété ainsi permet d'indiquer aux autres développeurs que même si la propriété est visible de l'extérieur, elle doit être considérée comme privée et ne doit pas être modifiée directement. Cependant, l'utilisation du trait de soulignement ne rend pas réellement la propriété privée au sens strict, comme c'est le cas dans les langages comme le PHP ou le Java par exemple. Comme le montre la ligne de code numéro 18 ici, rien n'empêche le développeur de modifier une propriété déclarée comme privée en utilisant cette convention, c'est-à-dire une propriété déclarée comme privée en utilisant le trait de soulignement suivi du nom de la propriété en question. De plus, même si nous pouvons utiliser un getter ou un setter pour contrôler l'accès ou la modification d'une propriété depuis l'extérieur, la propriété reste quand même visible de l'extérieur comme nous pouvons le constater ici. En résumé, le développeur doit être de bonne foi pour ne pas modifier cette propriété depuis l'extérieur, car rien ne l'empêche de le faire. Donc si nous nous référons au code de test que nous avons ici, nous affichons dans un premier temps les détails de notre objet ici et on voit bien que la propriété name que nous avons déclarée comme privée par convention est quand même visible ici. Donc on peut accéder directement à cette propriété malgré que nous avons défini un getter ici pour pouvoir contrôler la récupération de sa valeur. Donc rien n'empêche le développeur aussi d'utiliser directement la propriété et de la modifier ou d'accéder directement à cette propriété de cette façon ou de cette façon. Ici, pour accéder juste à la valeur, ici pour modifier sa valeur. Donc ici on voit également que après la modification de la valeur, si on raffiche les détails de l'objet que nous avons déclaré ici, on voit bien l'objet est impacté par le changement. C'est-à-dire que la propriété name ici qui avait la valeur nulle prend maintenant la nouvelle valeur que nous avons définie ici. Donc ce qui explique que le name ici, le underscore name ici a la valeur we can edit the name. Nous avons l'exemple de tout à l'heure qui est repris ici en utilisant cette fois-ci les property descriptors. Puisque nous parlons de la protection d'accès à des données,
Nous pourrions envisager l'utilisation des property descriptors que nous avons étudiés en détail dans une précédente vidéo. Ces derniers permettent de définir des règles d'accès aux propriétés d'un objet, notamment la suppression et la modification d'une propriété. Cependant, comme vous pouvez le constater avec le code que nous avons ici, même avec l'utilisation des property descriptors pour définir les getters et les setters, il est quand même nécessaire de stocker la propriété d'origine name ici, quelque part avant de contrôler son accès en utilisant des getters et des setters. Malheureusement, les property descriptors ne nous permettent pas de protéger et de rendre cette propriété originale name que nous souhaitons protéger invisible depuis l'extérieur. Autrement dit, il est possible de contourner le setter que nous avons mis en place en modifiant directement la valeur de la propriété d'origine name. Et nous avons ici un code qui montre cette modification de valeur directement sans passer par le setter. Ainsi, l'utilisation des property descriptors ne nous permet pas également de résoudre le problème de visibilité que nous avons. Avant de continuer, je souhaite parler de la notion de lexical environment et faire un petit rappel sur les closures car leur compréhension nous sera utile pour la suite. Lorsqu'on exécute une fonction ou un bloc de code en JavaScript, il y a un objet interne appelé lexical environment qui lui est rattaché. Lexical environment qui se traduit en français par environnement lexical ou champ lexical. Le lexical environment est constitué de deux parties. Nous avons le environment record qui est un objet qui stocke toutes les variables et fonctions déclarées explicitement à l'intérieur de la fonction ou du bloc en cours d'exécution. Nous avons également une référence vers le lexical environment externe, appelé outer lexical environment. Si nous nous référons donc au code que nous avons ici et que nous prenons la fonction interne init que nous avons ici, le lexical environment de cette fonction interne init est constitué de son environment record qui contient la variable y ici, vu que c'est la variable qui a été déclarée à l'intérieur de cette fonction. Donc son environment record est constitué d'une seule variable qui est le y ici. Cette fonction garde également une référence vers son outer lexical environment qui est dans ce cas le lexical environment de cette fonction outer, la fonction externe ici. De son côté, lorsque nous prenons la fonction outer ici, son lexical environment est constitué d'un environment record d'abord qui est constitué de la variable x que nous avons déclarée ici et de la fonction init. Donc dans le environment record de outer, on retrouve la déclaration de la variable x que nous avons ici et de la fonction init que nous avons là. Concernant la référence vers son outer lexical environment, vu que cette fonction n'est pas imbriquée dans une autre fonction ou qu'elle n'est pas déclarée dans une autre fonction, mais directement dans l'environnement global, donc cela veut dire que la référence vers son outer lexical environment va pointer sur le global lexical environment. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un nouvel lexical environment est créé à chaque fois que l'exécution d'une fonction commence. Et ceci permet de sauvegarder les variables locales et les paramètres de la fonction. Pendant l'exécution d'une fonction, elle dispose de deux environnements lexicaux. Celui qui contient les variables locales et les paramètres de la fonction, qu'on appelle init lexical environment ou environnement lexical interne. Et nous avons le outer lexical environment ou l'environnement lexical externe, qui est celui qui entoure la fonction. Lors de l'exécution d'un bloc de code ou d'une fonction, lorsqu'on essaie d'accéder à une variable, celle-ci est d'abord recherchée au niveau du init lexical environment, c'est-à-dire l'environnement lexical local. Si la variable n'est pas trouvée au niveau de l'environnement lexical local, elle est ensuite recherchée au niveau du outer lexical environment, c'est-à-dire au niveau de l'environnement lexical externe qui l'entoure. Si la variable n'est toujours pas retrouvée au niveau du lexical environment externe, de la fonction ou du bloc en cours d'exécution, elle est alors recherchée au niveau du lexical environment externe au lexical environment externe courant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la variable soit retrouvée. Et si la variable n'est retrouvée à aucun niveau, jusqu'à atteindre le global lexical environment sans que la variable ne soit toujours retrouvée, une erreur d'accès à une variable inexistante sera donc générée. Donc si nous prenons l'exemple de notre fonction interne init que nous avons ici, si nous essayons d'accéder à une variable qui est, par exemple, supposons que nous essayons d'accéder ici à une variable z par exemple. Donc cette variable sera d'abord cherchée ici dans le lexical environment local, vu qu'il n'y a aucune variable qui est nommée z ou déclarée comme z dans cet environnement lexical local. La variable sera ensuite cherchée dans le outer lexical environment de init. Donc cela va représenter dans ce cas le lexical environment local de outer dans ce cas. Donc la variable z sera recherchée ici. Et si cette variable n'est toujours pas retrouvée ici, elle sera cherchée finalement au niveau du lexical environment externe de la fonction outer ici. Et dans ce cas, on tombe dans le global lexical environment. Et vu qu'il n'y a aucune variable z qui est toujours déclarée ici, donc on aura dans ce cas une erreur de variable z inexistante. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que en JavaScript,
Chaque fonction conserve une référence vers son lexical environment dans lequel il a été créé, c'est-à-dire son lexical environment externe. Et ceci nous amène à la notion de closure. En JavaScript, on appelle closure, qui se traduit en français par fermeture, une fonction interne à une autre fonction qui conserve l'accès ou la référence à toutes les variables et fonctions qui existent dans l'environnement où elle a été créée. Une closure est un mécanisme qui permet à une fonction d'accéder et de maintenir l'accès au scope qui l'entoure ou dans lequel elle a été créée, même si cette fonction est appelée plus tard en dehors de ce scope. Dans la pratique, nous obtenons un closure à chaque fois que nous définissons une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Donc si nous prenons comme exemple le code que nous avons ici, nous déclarons une fonction init à l'intérieur d'une fonction out. Donc en procédant ainsi, on crée une closure ici. Donc le init ici devient une closure ou une fermeture de la fonction out que nous avons ici. C'est-à-dire qu'elle conserve une référence vers toutes les variables ou toutes les fonctions qui seront déclarées à l'intérieur de la fonction out ici. Donc ainsi, init devient une closure de out. C'est-à-dire qu'elle garde une référence vers les variables et les fonctions qui seront déclarées dans le lexical environment de la fonction out que nous avons là. Donc cela veut dire que plus tard, lorsque nous essaierons d'accéder à la variable x ici, même après l'exécution de cette fonction, vu que le lexical environment du closure garde une référence vers cet environnement, donc elle pourra toujours accéder à cette variable, même après l'exécution ou la fin d'exécution de la fonction qui a permis sa création. Donc si nous prenons le code de test que nous avons ici, en exécutant la fonction out, cela va nous retourner une nouvelle fonction, une nouvelle instance de la fonction init qui est ici. Donc plus tard, lorsque nous allons faire appel à cette nouvelle instance de init, ce code va s'exécuter. Et vu que la variable x ici a été déclarée dans le lexical environment de la fonction externe, la fonction init continue par accéder à cette variable même après que la fonction qui a permis sa création ait terminé son exécution. Donc cette fonctionnalité, c'est le closure qui nous permet d'avoir cela. Donc on voit ici que la variable qui est affichée lors de l'exécution de cette partie, c'est la valeur 2. Donc même si nous déclarons, supposons maintenant que même si ici, nous déclarons une variable ici, une nouvelle variable x et que je lui donne la valeur 10, on voit que c'est pas la valeur 10 qui est affichée ici lors de l'exécution du closure, mais c'est plutôt la variable ici qui est affichée. Parce que le x qui est ici garde une référence vers la fonction ici garde une référence vers ce lexical environment externe, ce qui fait que cette fonction continue pas à accéder à cette variable x qui est ici. Donc on voit que c'est la variable qui est définie lors de la création de cette fonction qui est affichée là. Donc si j'efface ce code, donc nous avons ici un second exemple qui utilise également des closures. Donc ici c'est pareil, on définit une fonction init à l'intérieur d'une fonction out. Donc cette fonction ici devient un closure qui capture ou qui réalise une fermeture du lexical environment de out ici, qui représente le out lexical environment de init dans ce cas. Donc pareil ici, lorsqu'on fait appel à la fonction, ici le but c'est de montrer que depuis le closure que nous avons ici, nous pouvons accéder également aux paramètres qui sont passés à la fonction externe lors de son exécution. Donc dans un premier temps ici, on fait appel à la fonction out en lui passant la valeur 12. Donc en faisant appel à cette fonction, donc la valeur paramètre ici, ou la variable paramètre, sera présente dans le lexical environment de la fonction externe out ici. Donc plus tard, lorsqu'on procède à l'exécution de ce code, on a toujours accès à cette valeur, malgré qu'on est en dehors de ce scope ou que l'exécution de cette fonction s'est déjà terminée. Donc si je modifie cette valeur et que je mets par exemple 13, on voit que la valeur qui est affichée ici, c'est 13 parce que c'est la valeur qui est passée comme paramètre à la fonction externe lors de son appel. Donc ça, ce mécanisme, cette fonctionnalité, c'est le closure ou la fonctionnalité de closure qui nous permet d'avoir cela. Avec toutes les notions que nous avons vues, nous pouvons maintenant voir comment utiliser les closures pour rendre une donnée invisible et accessible depuis l'extérieur.
Avant l'introduction des modules en JavaScript, le code JavaScript ne pouvait s'exécuter qu'en mode script, ce qui signifie que pour un fichier JavaScript donné, après son chargement par le navigateur, son contenu était interprété du début à la fin, c'est-à-dire de la première ligne à la dernière ligne. Pour le développement d'une application ou d'un site, il était courant pour une page web de charger plusieurs fichiers JavaScript en fonction des besoins. Par exemple, pour un site web donné, nous pouvions charger le fichier représentant la bibliothèque jQuery pour manipuler le DOM, ainsi que les fichiers JavaScript de la bibliothèque Bootstrap pour obtenir certains effets visuels. Étant donné que l'exécution se faisait en mode script, si nous avions par exemple un script 1 représenté par un fichier script1.js et que ce script utilisait des dépendances telles que des fonctions provenant d'une bibliothèque représentée par un fichier lib.js, il fallait s'assurer de charger le fichier JavaScript représentant la bibliothèque, c'est-à-dire le lib.js, avant de charger le fichier script1.js, vu que ce script utilise des dépendances provenant de lib.js. L'un des impacts du mode d'exécution en mode script, c'est que si j'ai deux scripts, par exemple script1 et script2, comme nous l'avons ici, et que dans le script1, représenté par le fichier script1.js, je déclare une fonction f1 dans le scope global de ce script, lors du traitement de notre page par le navigateur, si nous chargeons le fichier script1.js, avant le script script2.js, cela signifie que la fonction f1 sera visible et accessible également depuis le script script2.js. La raison, c'est que lors de l'exécution du script 1, la fonction f1 est ajoutée au scope global, ce qui le rend accessible à tous les codes qui s'exécutent après et qui ont également accès au scope global. Et comme le script 2 est chargé et exécuté après le script 1, il voit et accède à toutes les variables ou fonctions présentes dans le scope global avant son chargement. Et comme la fonction f1 est déjà présente dans le scope global, elle est accessible par le code du script 2 également. En résumé, lorsque deux scripts sont chargés l'un après l'autre, et que ces deux scripts s'exécutent tous en mode script, si le premier ajoute des variables ou des fonctions à l'environnement global, le second pourra accéder également à ces variables et fonctions. Pour démontrer ce que je viens de dire à propos de l'exécution du code en mode script, j'ai créé ici un petit projet ou un petit POC juste pour démontrer cela. Donc ici, nous avons une page HTML auquel nous lions deux fichiers JavaScript. Donc il s'agit de deux scripts. Donc nous avons un premier script qui est script 1 ici, qui contient la déclaration d'une fonction dans le scope global et la déclaration d'une variable également dans le scope global. Donc si nous revenons au fichier représentant notre page HTML, nous avons également un second script ici qui procède à l'affichage de variables et l'utilisation de fonctions provenant du script 1 ici. Donc ça veut dire que le script 2 utilise le script 1 comme dépendance. Donc on voit que ici nous chargeons le script 1 avant le script 2. Donc nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous possédons ainsi les variables qui seront déclarées dans le script 1, vu que ces deux fichiers s'exécutent en mode script, cela veut dire que si je déclare à partir de ce fichier des variables ou des fonctions dans l'environnement global, ça veut dire que ces fichiers ou ces variables ou fonctions seront également visibles pour tous les scripts qui viendront se charger après ce script. Donc toutes les variables déclarées dans ce script ou toutes les fonctions déclarées dans ce script seront visibles par tous les codes qui vont s'exécuter après l'exécution de ce script. Donc pour prouver cela, donc j'ai déclaré ici une variable d'abord ici et puis une fonction dans le scope global. Donc ensuite, dans le second script qui est chargé après le premier, je procède à l'affichage de cette variable qui est déclarée dans le premier script et l'utilisation de cette fonction qui est également déclarée dans le premier script. Donc si tout se passe bien, c'est-à-dire si le mode, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du mode d'exécution en script est vrai, ça veut dire que le contenu de ce script 2 va s'exécuter sans qu'on ait une erreur et cela va nous afficher les valeurs d'abord 1.0.0 suivi de test dans notre console. Donc si on regarde un peu la structure ici, donc j'ai juste un fichier HTML qui représente notre page auquel j'ai lié deux scripts. Le script 1 qui est chargé en premier, qui contient la déclaration des variables, et le script 2 qui est utilisé après pour afficher ces variables et fonctions qui ont été déclarées dans le premier script ici. Donc ici, j'ai mon navigateur qui contient cette page. Donc si je procède à l'actualisation de la page, donc je vois que j'ai bien le 1.0.0 qui est affiché suivi de test. Donc ça veut dire que le contenu de ce fichier s'exécute
et on voit que les variables qui ont été déclarées dans le script 1, vu que ces variables sont déclarées dans le scope global, vu que le script qui est chargé après ce premier script a également accès à cet environnement global, c'est que nous accédons clairement aux variables qui ont été ajoutées dans ce scope par le premier script. Donc si c'est que ces variables n'étaient pas ajoutées par ce script, ça veut dire qu'on aurait une erreur ici. Donc pour démontrer cela, il suffit que je change par exemple le nom, que je fasse ceci, par exemple, que j'enregistre et que j'actualise de nouveau la page. Donc si je viens ici, que j'actualise la page, on voit maintenant que j'ai une erreur qui me dit que cette variable n'existe pas parce que ça n'a pas été déclaré nulle part. Donc cela prouve bien que les données les variables qui seront ajoutées par le premier script dans le scope global seront vues par tous les scripts qui seront chargés sur la même page après, si ces deux scripts sont exécutés par le navigateur en mode script, c'est-à-dire leur contenu est lu de haut en bas. Ce fonctionnement présente différents problèmes, dont notamment la collision de noms. Cela signifie que si j'ai deux scripts et que le premier script déclare des variables ou des fonctions qui sont également redéclarées dans un second script en utilisant les mêmes noms, cela entraînerait des conflits ou des collisions de noms, ce qui peut poser des bugs tels que le remplacement des fonctions ou des variables déjà déclarées dans un script par d'autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est considéré comme une mauvaise pratique de polluer le scope global avec des variables ou des fonctions qui ne doivent pas être accessibles partout. Donc pour démontrer cela, il me suffit par exemple de me rendre dans le fichier ici, supposons que je refasse ceci. Je copie cela, que je passe dans le second fichier et que je remplace la valeur ici, que je crée une nouvelle variable et que je lui donne la valeur de 0.0.0. Donc à cause du fait que j'ai redéclaré cette variable ici, à l'intérieur du script 2, ça veut dire que les scripts qui vont se charger ici, après le script 2, vont voir seulement la variable que j'ai déclarée ici. Donc la valeur, vu que c'est la dernière variable qui a été déclarée, que cette variable a la valeur de 0.0.0, elle va écraser la variable qui avait été déclarée ici. Donc cette variable sera écrasée, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle déclaration de variable et c'est la dernière qui sera prise en compte dans ce cas. Donc l'impact de cela, c'est que lorsque nous allons exécuter maintenant ce code, nous verrons 2.0.0 qui sera affiché vu que c'est la dernière valeur de la variable déclarée dans le script 2. L'impact de cela, c'est que si nous avons par exemple une application dans laquelle nous avons deux librairies qui utilisent les mêmes noms de variables ou les mêmes noms de fonctions, c'est la dernière librairie à être chargée qui prendra le dessus. Face à ces problèmes, il était nécessaire de trouver une solution pour éviter la pollution du scope global ou de réduire cette pollution en y ajoutant uniquement ce qui mérite d'être public, c'est-à-dire accessible de partout. Ainsi, la communauté a dû trouver une solution de contournement vu que le JavaScript ne fournissait pas nativement les modules. C'est ainsi que le module pattern, encore appelé Revealing Module Pattern, a vu le jour en JavaScript. Nous avons ici un exemple de code dont l'objectif est de montrer comment mettre en place le module pattern. Le module pattern en JavaScript se résume à exécuter une fonction anonyme comme nous l'avons ici et à retourner une valeur correspondant à un littéral d'objet. Donc, l'exécution de cette fonction anonyme que nous avons ici retourne un objet ou un littéral d'objet. Cet objet littéral sera visible dans le scope global et exposera les fonctionnalités qui sont considérées comme publiques à travers ses propriétés. Donc l'implémentation du module pattern se présente comme suit. Donc si nous revenons au code que nous avons ici, dans cet exemple, nous avons une fonction anonyme qui est exécutée directement. Donc ici, si je réduis cette partie, donc en réalité ici, nous avons une fonction anonyme qui est déclarée là. Donc cette fonction anonyme est exécutée directement en utilisant cette façon de faire. Et le fait d'exécuter une fonction anonyme de cette façon, c'est-à-dire faire directement appel à une fonction anonyme juste après sa déclaration, cela est appelé le IFE, qui se traduit en anglais par Immediately Invoked Function Expression. Donc ça s'écrit comme ça. Donc il s'agit également d'un pattern en JavaScript. Donc IFE pour Immediately Invoke Function Expression. L'utilisation du Immediately Invoke Function Expression permet de préserver l'espace global. Les variables et les fonctions déclarées à l'intérieur de l'IFE ne polluent pas l'espace global, car le contexte d'exécution de la fonction est isolé de l'environnement extérieur qui l'entoure, ce qui permet de maintenir un environnement extérieur propre et de réduire les conflits de noms. Donc si nous prenons la fonction anonyme que nous avons ici, nous savons que le contexte d'exécution d'une fonction
n'est pas visible de l'extérieur. Donc cela veut dire que lorsque cette fonction va s'exécuter, toutes les variables qui ont été déclarées à l'intérieur de cette fonction par défaut ne seront pas visibles à l'extérieur après l'exécution de cette fonction. Donc cela évite que ces différentes variables ne polluent le scope global, et ainsi de réduire les conflits de noms que nous avons vus précédemment. De plus, l'utilisation de l'IFE permet d'éviter des modifications depuis l'extérieur des variables ou des fonctions se trouvant dans le scope local de la fonction anonyme, car ces fonctions ou ces variables ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Cela protège donc le code contre les modifications indésirables provenant de l'extérieur et des erreurs causées par d'autres parties du code. En résumé, par défaut, toutes les variables ou fonctions déclarées en l'intérieur de l'IFE ici ne sont pas visibles de l'extérieur. Il faut donc exposer explicitement les fonctions ou les variables que nous souhaitons rendre publiques en retournant un objet, comme nous l'avons ici, qui regroupe tout ce que nous voulons rendre public. Si nous analysons un peu le code que nous avons ici en se basant sur les explications précédentes, les variables counter, private function, increment, decrement et getValue seront par défaut inaccessibles ou invisibles depuis l'extérieur. Et pour démontrer cela, il nous suffit de mettre en commentaire le code d'exposition vers l'extérieur que nous avons ici. Donc si je mets en commentaire ce code, et que je mets en commentaire également le code de test, lorsque j'essaie d'accéder à cette variable ici, après, donc on voit que cette variable n'existe pas dans le scope global. Donc pareil, lorsque je essaie d'appeler la fonction decrement par exemple, depuis l'extérieur, donc on me dit que cette fonction également n'est pas définie. Et la raison, c'est simple, c'est parce que le scope de cette fonction est isolé de l'extérieur. Donc ça, c'est le fonctionnement normal que nous avons vu, et c'est le fonctionnement normal dans JavaScript lorsqu'on exécute une fonction. Donc le contexte n'est pas exposé à l'extérieur. Mais si nous n'avons pas mis en place ce IFE, cela implique que ces différentes fonctions et variables pollueront naturellement l'environnement global. Donc pour démontrer cela, il nous suffit de mettre en commentaire la mise en place du IFE ici. Donc si je reprends ici je mets en commentaire cette partie. Donc je mets en commentaire cette partie et je mets en commentaire également cette partie parce que c'est ce qui me permet de définir mon IFE. Donc en procédant ainsi, si j'essaie maintenant d'accéder à la variable counter ici, maintenant, donc on voit que j'ai la valeur 0. Pareil, lorsque j'essaie d'accéder à la fonction increment également, j'ai l'exécution qui se passe bien. Et pour démontrer cela, il me suffit de faire un getValue après pour voir que la valeur a été incrémentée. Donc là, je dois faire un console dessus si je veux vraiment voir le résultat. Je dois faire un console dessus. Donc je vois que j'ai la valeur 1. Donc si je fais appel 2 fois increment, donc je m'attends à avoir 2 ici comme valeur. Donc en exécutant le code de cette façon, sans le protéger par un IFE, cela implique que nous aurons une pollution de l'environnement global. Et c'est pour éviter cette pollution de l'environnement global qu'on met en place le IFE. Donc le code qui est ici, lorsque je mets en place mon IFE, c'est-à-dire l'appel de la fonction anonyme, donc si je fais ceci, donc on voit que après la mise en place du IFE, ces variables sont automatiquement invisibles depuis l'extérieur. Donc je peux supprimer ce code de test. Si nous reprenons maintenant le code avec la mise en place du IFE qui permet de cacher les variables et les fonctions que nous avons déclarées dans la fonction anonyme ici, pour rendre certaines de ces variables, de ces fonctions accessibles ou visibles à l'extérieur, il nous faut trouver un moyen de les exposer explicitement. Et c'est là qu'entre en jeu l'objet littéral que nous retournons ici. Donc il nous permet d'exposer vers l'extérieur les variables ou les fonctions que nous considérons comme publiques. Donc il me suffit de décommenter ce code qui me permet d'exposer les fonctions ou les variables vers l'extérieur. Donc ainsi, si nous procédons maintenant à l'exécution de ce code, l'IFE fait que après l'exécution de ce code, la valeur qui sera retournée sera l'objet littéral que nous avons ici. Et cet objet littéral va porter maintenant les propriétés qui vont mapper sur les fonctions ou les variables que nous souhaitons rendre publiques. Donc l'implication de cela, c'est que après l'exécution de cette ligne de code, c'est-à-dire la mise en place de l'IFE,
L'objet littéral qui sera retourné par l'IFE sera affecté dans la variable module name. Donc pour utiliser plus tard ces fonctions ou ces variables qui sont exposées de façon explicite comme étant publiques, il faut passer par cette variable pour pouvoir les utiliser. Donc nous utiliserons donc le nom de cette variable dans laquelle le résultat de l'IFE est affecté comme une sorte d'espace de nom, de namespace par exemple. Donc ici, c'est ce qui explique le fait que après la mise en place de l'IFE, on passe par ce nom de variable qui représente maintenant le littéral d'objet qui expose les propriétés ou les fonctions publiques à travers ces propriétés. Donc c'est ce qui explique le fait qu'on utilise maintenant pour appeler la fonction getName que nous avons ici. La fonction getName que nous avons, getValue plutôt, que nous avons ici. On passe par le nom de notre objet littéral qui fait office ici de namespace ou d'espace de nom. Donc la remarque aussi à faire ici, c'est que nous pouvons changer la façon dont nous exposons ces méthodes. Donc on peut changer l'interface publique. C'est ici que nous définissons en quelque sorte l'interface publique de notre module que nous sommes en train de créer. Donc ici, on voit que malgré que les fonctions increment et décrément ont été déclarées en utilisant des noms plus courts ici, on les expose publiquement en utilisant increment et décrément. Raison pour laquelle, pour pouvoir appeler ces fonctions, on utilise les noms qui ont été exposés publiquement, c'est-à-dire les noms de propriétés que nous avons ici. Donc si nous regardons, nous nous intéressons maintenant au code de test, dans un premier temps, après la mise en place de notre module, la première chose que nous faisons, nous récupérons la valeur de value. Donc ici, il s'agit de la valeur de la propriété ou de la variable privée ici. Donc sa valeur initialement égale à 0, c'est ce qui explique le 0 que nous avons ici. Ensuite, nous faisons appel à la fonction increment, dont le but est d'incrémenter la valeur de Counta ici de 1. Donc ici, après l'exécution de cette code, la valeur de Counta qui est ici sera incrémentée de 1. Donc on aura la valeur 1. Et après, lorsqu'on fait de nouveau appel à getValue, donc on retrouve la valeur 1. Ensuite, on fait appel au décrément dont l'objectif est de décrémenter cette valeur actuelle de 1, ce qui ramène après la valeur à 0 lorsqu'on l'affiche ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le module pattern pour protéger des données et exposer seulement les données laissées publiques ou rendre visibles depuis l'extérieur. Donc pour résumer une dernière fois le pattern, il s'agit de créer une fonction anonyme en utilisant le pattern de IFE, le Immediately Invoked Function Expression. Donc on fait appel à une fonction, on crée une fonction anonyme qu'on exécute directement et on retourne une valeur qui sera vue de l'extérieur. Donc ici on aurait pu retourner par exemple une primitive si nous le voulons, mais l'idée ici c'est de pouvoir regrouper beaucoup de fonctions ou plusieurs fonctions comme si on faisait une encapsulation dans un module. Donc raison pour laquelle on utilise un littéral d'objet ici. Et c'est cette littérale d'objet qui sera affectée comme valeur de notre module ou de notre variable ici. Donc après, pour pouvoir utiliser les méthodes, on utilise les méthodes en utilisant le nom de cette variable comme si on faisait appel à un namespace. Donc c'est cette variable maintenant qui sera présente dans l'espace global ou qui sera vue de l'extérieur avec les méthodes qu'elle expose. Nous avons ici un mini-POC dont l'objectif est de montrer comment le module pattern était utilisé pour mettre en place des bibliothèques pour éviter de polluer l'environnement global avant l'introduction des modules de façon native dans le JavaScript dans la version 6 du langage. Donc le POC ici, il s'agit d'une page HTML représentée par le fichier index.html ici, auquel nous lions deux fichiers JavaScript. Donc le premier fichier ici est considéré comme une librairie qui expose certaines fonctionnalités qui pourront être utilisées dans le fichier index.js ici. Donc nous chargeons dans un premier temps le fichier lib représentant notre pseudo-librairie et nous avons ici le fichier ou le script qui utilise cette dépendance. Donc nous allons voir comment le module pattern permettait de mettre en place les librairies avant l'introduction des modules de façon native dans le langage. Donc si on se réfère au contenu de ce fichier,
Ici, nous avons une mini librairie qui utilise le module pattern que nous avons vu actuellement pour exposer une fonction qui peut être utilisée pour extraire des voyelles d'un test. Donc ici, on va pas trop se focaliser sur le contenu, mais l'idée, c'est que cette fonction prend en paramètre un test et extrait les voyelles qui sont contenues dans ce test. Donc si je lui donne, par exemple, le test comme ça, si je lui donne le test LE comme ça, donc du coup, le résultat final sera L comme ça. Vu que ce code va remplacer tout ce qui est voyelle par de l'espace vide. Ou du test vide plutôt, une chaîne de caractères vide. Du coup, ici, nous utilisons le module pattern, c'est-à-dire qu'on procède ici à la création d'une fonction anonyme qui est exécutée immédiatement, c'est-à-dire un immediately invoke function expression. Donc, on procède à l'exposition seulement de certaines fonctionnalités que nous souhaitons exposer ou rendre publiques. Donc, cela veut dire que depuis l'extérieur, cette fonction ne va pas polluer ou tout ce qui va se retrouver à l'intérieur du corps de cette fonction anonyme ici ne va pas polluer l'environnement global, même si on exécute ce fichier ou ce script en mode script. Donc, l'IFE nous permet d'éviter cela. Donc, on expose ensuite cette fonction voyelle only en utilisant le module pattern ici, que nous avons ici. Si on analyse un peu les choses, c'est que le script représentant la librairie sera chargé premièrement par le navigateur. Donc, lors de l'exécution de ce code, cela va exposer dans le scope global une variable qui sera mylib ici. Donc, ça veut dire que c'est cette variable qu'on va utiliser comme espace de nom plus tard pour pouvoir avoir accès au module ou aux fonctionnalités du module. Ce qui explique le fait qu'on utilise le mylib ici. Donc, vu que cette librairie expose une méthode qui s'appelle voyelle only ici, dans notre fichier index.js, on utilise le voyelle only qui est disponible sur l'interface publique de cette librairie. Donc, on va réaliser un petit test dans notre navigateur pour prouver déjà que en utilisant cette façon de faire, c'est-à-dire le module pattern, l'environnement global n'est plus pollué avec le voyelle que nous avons ici ou toutes les variables. Supposons que nous déclarons d'autres variables ici. Supposons que je fasse ceci, par exemple. Que je déclare une variable ici et que je la nomme Toto, par exemple. Et que je lui donne la valeur, cette valeur. Lorsque je vais exécuter mon code dans le navigateur, donc je m'attends à avoir d'abord le résultat escompté. Le résultat escompté ici, c'est-à-dire le test qui est mis en commentaire ici. Et également que l'environnement global ne soit pas pollué avec par exemple la fonction qui a été déclarée ici ou la variable qui est déclarée ici. Donc nous allons retourner à notre navigateur ici et tester cela. Donc j'actualise ma page. Donc je vois déjà pour la fonctionnalité que j'ai le test escompté qui est affiché là. Donc pour le hello world qui est passé en paramètre à notre fonction voyelle only, on voit que les voyelles sont extraites de ce test, donc sont remplacées par du caractère vide. Donc ce qui explique le HLL suivi de WRLD que nous avons là. Et concernant la vérification de la pollution, il suffit de vérifier si nous avons accès au Toto ici ou pas. Donc si je fais ceci, que j'enregistre et que j'actualise la page, je m'attends à avoir une erreur parce que Toto n'existe pas dans le contexte, dans le scope global. Pareil, lorsque je prends par exemple le voyelle qui est ici, le voyelle n'existe pas dans ce scope. Donc du coup, lorsque je vais essayer de faire ceci, lorsque j'actualise ma page, j'ai également une erreur parce que le voyelle n'existe pas dans le scope global. Donc c'est cette technique qui était utilisée pour pouvoir développer des librairies et exposer seulement les fonctionnalités qui sont censées être publiques et éviter également de polluer l'environnement global avec des variables qui ne sont pas censées être vues de l'extérieur. Nous avons ici un avant-dernier exemple dont l'objectif est de montrer comment la même technique peut être utilisée pour créer une propriété privée au niveau d'un objet littéral. Donc ici, nous utilisons un IFE
qui retourne un nouvel objet littéral. Et cet objet littéral dispose de méthodes getName et setName, c'est-à-dire des setters et des getters qui permettent de contrôler cette variable qui est cachée ici. Donc ici, cette variable n'est pas exposée à l'extérieur et n'est pas visible également à l'extérieur, mais peut être manipulée à travers l'objet littéral qui est retourné ici. Donc si nous essayons d'accéder par exemple à cette valeur directement, on verra que c'est pas possible. Donc du coup ici, il me suffit de faire, donc si je fais user.ceci, ou afficher simplement, je peux afficher simplement la valeur de user. Donc on voit que cette propriété n'apparaît nulle part dans ses propriétés. Ou cette valeur plutôt n'apparaît nulle part dans ses propriétés. Parce que c'est une variable qui est cachée et qui est manipulée en passant par ses getters et ses setters. Donc ceci nous permet d'avoir un objet littéral avec une propriété qui est privée. Et dans ce cas, il s'agit du name ici, qui est caché de l'extérieur. Donc à côté, on voit qu'on peut quand même manipuler cette variable en utilisant les getters qui sont mis en place. Donc ici, dans un premier temps, on récupère la valeur du getter. Et on voit que cette valeur, dans un premier temps, elle a la valeur nulle, ce qui est retourné ici. Dans un second temps, on utilise le setter ici pour modifier cette valeur en lui donnant cette variable, en lui donnant la nouvelle valeur qui est passée en paramètre ici. Donc il s'agit de Toto et on voit que à la récupération de la valeur la nouvelle fois, on a la nouvelle valeur de name qui est ici. Donc ici, pour montrer que ceci permet de protéger également l'accès, si l'utilisateur essaie de mettre par exemple une valeur qui n'est pas autorisée, si je fais par exemple false ici, donc j'aurai une exception qui sera levée ici. Donc si je regarde dans la console ici, on voit que j'ai une exception qui est levée avec le message que nous avons ici, que le nom doit être une chaîne de caractères. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser également le module pattern pour créer un objet littéral avec une propriété qui est protégée. Donc ici, nous pouvons même aller plus loin en faisant ceci. Donc vu que ces méthodes ne sont pas des vrais getters, on pourrait faire ceci par exemple. Donc j'aurais pu faire ceci pour créer de vrais getters. Donc ça veut dire que de l'extérieur, ça donne l'impression qu'il y a une propriété name qui existe alors que c'est pas le cas. Donc ici, pour faire la même chose, je vais juste faire ceci. Donc on voit que j'ai la valeur nulle. Ici, lorsque je mets par exemple ceci, je peux faire name comme ça égale à Toto. Donc si après j'essaie d'accéder à la valeur de name, donc j'aurai la dernière valeur que j'ai renseignée qui était PTP. Donc là j'ai utilisé de vrais getters pour le faire alors qu'avant c'était juste de simples méthodes qui étaient disponibles sur le littéral d'objet. Donc ici, lorsque nous affichons directement l'objet littéral en question, c'est-à-dire le user ici, on voit que nous avons juste une propriété name qui fait référence à des getters et à des setters. Donc la vraie propriété name que nous manipulons derrière et qui est la donnée protégée est cachée ici. L'objectif de cet exemple était de montrer que le module pattern est plus adapté à la création d'objets isolés, c'est-à-dire des objets qui sont créés sans passer par une fonction constructeur. Mais cela peut être adapté pour pouvoir avoir une fonction constructeur. Et cela nous amène au dernier exemple qui est un peu particulier. Si nous nous référons au code que nous avons ici, l'objectif est de créer une fonction constructeur qui servira plus tard à la création de nouveaux objets qui seront des utilisateurs comme nous l'avons ici. Nous avons vu dans les précédentes vidéos sur les prototypes qu'en JavaScript, les propriétés publiques devraient être ajoutées au niveau du prototype de la fonction constructeur afin qu'elles soient partagées par toutes les instances d'objets qui seront créées ultérieurement en utilisant la fonction constructeur. Donc cela veut dire que si nous voulons déclarer une propriété, plutôt une méthode qui soit partagée entre toutes les instances d'objets qui seront créés après ou ultérieurement en utilisant cette fonction constructeur, il faut les rattacher au prototype de cette fonction constructeur. Donc avec le code que nous avons ici, si nous souhaitons par exemple créer une nouvelle méthode, test qui sera partagée par toutes les instances
d'objets créés à partir de cette fonction constructeur user, il nous suffit d'ajouter cette méthode au niveau du prototype de cette fonction constructeur. Donc nous avons ici un code qui montre cela. Donc ici, ça veut dire que nous ajoutons au niveau du prototype de la fonction constructeur une méthode test qui sera partagée par toutes les nouvelles instances d'objets créés à partir de cette fonction constructeur. Mais dans notre dernier exemple que nous avons ici, nous ne pouvons pas rattacher les méthodes getName et setName au prototype de la fonction constructeur user. Sinon, elles seront partagées par toutes les instances d'utilisateurs créées ultérieurement en utilisant cette fonction user, cette fonction constructeur user. Parce que, comme vous pouvez le constater ici, ces méthodes nous permettent de manipuler une propriété qui est censée être privée et non visible de l'extérieur. Donc, si nous déplaçons cette propriété, si nous déplaçons ces méthodes et que nous les rattachons au prototype, ça veut dire que ces méthodes seront partagées par toutes les instances des objets qui seront créés à partir de cette fonction constructeur, alors que c'est pas ce que nous souhaitons réaliser. Donc c'est pour cette raison que ces méthodes ont été déclarées directement au niveau de la fonction constructeur au lieu d'être rattachées au prototype pour qu'elles soient partagées par toutes les instances de nouvel objet créé à partir de cette fonction constructeur. Il faut noter que malgré que ces méthodes sont propres à chaque instance d'objet créé à partir de la fonction constructeur user, ces méthodes restent quand même des méthodes publiques, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui sont accessibles comme on peut le voir ici depuis l'extérieur. Et ces méthodes sont appelées c'est des méthodes un peu particulières parce que c'est des méthodes publiques mais qui permettent de manipuler une propriété qui est cachée ou non visible ici, donc une propriété privée. Donc c'est pourquoi on les appelle des méthodes privilégiées, à la différence des méthodes considérées comme publiques et partagées qui sont définies au niveau du prototype ici. Donc c'est ce qui fait la différence entre les méthodes publiques et les méthodes privilégiées. Donc les méthodes privilégiées, ce sont quand même des méthodes publiques, c'est-à-dire accessibles de l'extérieur, jusqu'elles permettent de manipuler une propriété ici qui est vraiment privée et non visible de l'extérieur. Donc c'est de cette façon qu'on peut on peut créer une fonction constructeur qui permet de créer des objets qui sont dotés de propriétés qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Ici, lors de l'appel de la fonction constructeur en faisant le new ici, on réalise en réalité l'exécution de ce code. Et c'est en exécutant ce code qu'on déclare cette variable qui est cachée de l'extérieur, vu que ce code, le scope d'exécution est isolé de l'environnement global. Et lorsqu'on regarde également l'objet ici, on voit que c'est seulement les méthodes privilégiées qui sont visibles à l'extérieur, mais pas la variable name que nous avons déclarée ici, qui est cachée de l'extérieur. Une dernière chose importante à noter, c'est que le module pattern souffre également du problème de pollution de l'espace global. Mais il réduit juste la pollution en ajoutant seulement la valeur retournée au scope global. Il souffre également du problème de collision de noms. Il est donc nécessaire de choisir le bon nom de variable en espérant qu'il ne soit pas utilisé dans d'autres scripts. Voilà pour cette vidéo dont l'objectif était de montrer comment on peut réaliser l'encapsulation sans passer par des classes et des modules ECMAScript. Cela nous a quand même permis de faire un rappel sur les closures, de découvrir les IFE, c'est-à-dire les Immediately Invoke Function Expression, ainsi que le module pattern ou les Revealing Module Pattern qui se basent également sur les IFE pour créer des variables et des fonctions privées. Avec l'introduction des modules ECMAScript depuis la version IS 2015 du langage et des propriétés privées natives au niveau des classes introduites dans la version IS 2022 du langage, le module pattern n'est plus autant utilisé. Cependant, de nombreux codes sources existants utilisent ce pattern qui mérite d'être connu pour être un bon développeur JavaScript. Nous verrons donc dans les prochaines vidéos l'utilisation des modules et des classes et comment ils permettent de réaliser nativement l'encapsulation.